Le financement des experts indépendants des Nations Unies fait débat. Est-il normal que ces experts soient parfois financés par des fondations privées ? Est-ce que recevoir de l'argent pour une cause corrompt forcément ? Alors, dans la suite du rapport de l'ECLJ sur le financement des experts de l'ONU, plusieurs débats ont eu lieu à Genève et sur Internet sur ces questions et nous en parlons ce soir avec le principal auteur du rapport, Grégoire Pupin, qui est directeur de l'ECLJ. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Alors le rapport sur le financement des experts de l'ONU, nous vous en avons parlé dans une précédente émission du droit en débat, tout début septembre. Vous pouvez, je le rappelle, retrouver cette émission en podcast sur le site d'RCF ou sur la chaîne YouTube de l'ECLJ. C'est un rapport donc qui s'appuyait, je le redis très très brièvement, sur deux éléments essentiels, les rapports publics, les déclarations financière de l'ONU, du Haut Commissariat des droits de l'homme, sur les financements donc de ce qu'on appelle les procédures spéciales. Et le CLJ s'est également entretenu avec quasiment 30 experts, 30 rapporteurs présents ou passés du système des Nations Unies avec lesquels le CLJ a conduit donc des entretiens. Et ce rapport, en un mot, montre qu'il y a une certaine porosité dans le financement, que des experts des Nations Unies sont parfois financés par des fondations pour faire leur travail, pour faire des rapports, pour faire des conférences sous l'égide des Nations Unies. Alors, Grégoire Pupin, vous vouliez peut-être dire un mot sur le rôle de ces experts ? Oui, voilà. Donc, ces experts ont un rôle très important. Ils sont nommés par les États membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour promouvoir et défendre des droits de l'homme. En particulier, par exemple, il y a un rapporteur spécial sur la liberté d'expression, liberté de religion, droit à l'alimentation et autres sujets. Donc à chaque fois, ce sont vraiment les experts de référence. Certains sont aussi en charge du suivi de certains territoires, par exemple un rapporteur sur le territoire palestinien. Donc ils sont la référence mondiale dans leur sujet. Et non seulement ils ont un rôle diplomatique, ils ont un rôle aussi quasi juridictionnel, ça veut dire qu'ils peuvent recevoir des plaintes et essayer de les résoudre. Et ils ont aussi un rôle très important en termes de conception des normes de droit international, d'interprétation des droits de l'homme. Ils publient tous les ans 2 rapports thématiques en lien avec leur mandat qui développent la compréhension et l'interprétation des droits de l'homme. Donc ils ont un rôle très important dans ce qu'on appelle la soft law, c'est-à-dire le droit mou, ce droit, la conception, la génération du droit international des droits de l'homme, ce sont vraiment des autorités importantes. Et donc c'est ça leur fonction. Ils sont ensuite souvent cités par les juridictions. Par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme va souvent, ou la Cour interaméricaine des droits de l'homme vont souvent se référer à des rapports écrits par ces rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur tel ou tel sujet lorsque ces juridictions doivent se prononcer. Et donc, en l'occurrence, notre rapport à nous a montré que parmi ces nombreux experts des Nations Unies, eh bien, un certain nombre important est financé non seulement par les Nations Unies, comme il va de soi, mais aussi accepte des financements non déclarés, non contrôlés par l'ONU, en dehors du système des Nations Unies, de la part de fondations privées, en particulier l'Open Society de George Soros et la Fondation Ford, ainsi que de financements privés. Au total, on a comptabilisé 11 millions de dollars, ainsi versés à quelques experts par ces fondations pendant les 5 dernières années. Alors ces influenceurs, on va les nommer comme ça, quelle a été leur réaction, particulièrement d'abord ceux que vous avez interviewés? Vous leur avez parlé pendant presque 1 heure à chacun, vous avez publié le rapport, vous leur avez envoyé avant de le publier. Comment ont-ils réagi? Bon, alors on était très clair on a donc écrit à tous les rapporteurs, tous les titulaires de mandat pendant les 10 dernières années pour leur proposer un entretien. Il y en a une 30aine qui a accepté cet entretien sur la question du fonctionnement et du financement des procédures spéciales. Eh bien, la grande majorité des personnes qui ont accepté de répondre à nos questions estiment qu'il y a un vrai problème de financement opaque des procédures spéciales, ce qu'on appelle les financements extra-budgétaires directs. Ça veut dire un financement qui ne vient pas de l'ONU et qui n'est pas contrôlé par l'ONU et qui est géré directement par l'expert. Donc c'est l'expert qui reçoit cet argent et qui se débrouille finalement pour l'utiliser. Aucun contrôle, les experts eux-mêmes bénéficient de l'immunité diplomatique, donc il n'y a pas de contrôle par les autorités nationales, pas de contrôle par l'ONU. Et ces montants vont de 5 000, 10 000, 100 000 jusqu'à 1 million de dollars par an.
et par expert pour officiellement mettre en œuvre, préparer, rédiger un rapport. Alors les experts nous ont expliqué comment ça se passe. Bien souvent, une fondation qui veut promouvoir un sujet, une thématique dans le domaine des droits de l'homme, va voir un expert des Nations Unies et va lui dire, écoutez, cher monsieur, nous serions très heureux de pouvoir vous soutenir dans votre travail généreux et bénévole, de pouvoir vous soutenir, et donc nous aimerions beaucoup que vous puissiez développer telle thématique. Par exemple, le genre et la liberté religieuse, ou le genre et la torture. C'est ainsi qu'il y a eu de nombreux rapports sur la thématique du genre qui sont apparus simultanément. Et dans ce cas-là, la Fondation lui dit, monsieur le rapporteur, si vous acceptez de faire un rapport sur telle thématique, nous serons heureux de vous soutenir et de vous apporter 100 000, 200 000, 300 000 dollars dans l'année, de vous offrir, de vous mettre à disposition du personnel, des assistants de recherche, des moyens, de vous financer des rencontres, des conférences, des consultations dans le monde entier, parfois dans de beaux hôtels et dans des lieux paradisiaques. Et ensuite, nous assurons aussi un certain suivi de votre travail. Vous aurez une couverture presse, vous aurez des conférences, vous aurez un livre. Voilà. Donc finalement, ces fondations disent qu'elles sont là pour aider, pour faciliter, pour soutenir le travail des experts, mais en fait, elles viennent toujours avec une proposition. L'expert l'accepte ou la refuse. Ceux qui l'acceptent sont d'une certaine manière certains d'avoir du succès parce qu'ils auront des moyens et ils auront aussi un soutien important, mais ce faisant, évidemment, ils y perdent beaucoup en indépendance. Alors, vous ne pensez pas qu'en fait, une fondation peut, par exemple, vraiment donner sans rien attendre en retour 100 000 dollars à un expert? Non, les fondations ont toujours une vision stratégique de l'emploi de leurs fonds. Donc, les fondations définissent des priorités. Ouais. Alors, il peut très bien arriver que les priorités de la fondation soient les mêmes que celles de l'expert. Voilà. Mais il arrive aussi souvent que ce soit quand même la fondation qui détermine la priorité de l'expert. Alors certains experts interrogés nous ont dit, voilà, la fondation vient avec un projet, mais il se peut aussi que la fondation ait une influence sur la hiérarchie des priorités de l'expert. Donc si l'expert a plusieurs sujets en tête, mais si la fondation lui dit, moi je vous apporte un soutien pour tel sujet, eh bien ce sujet qui était finalement un petit peu à la fin, en bas de la liste, remonte brutalement en haut. Et c'est comme ça que l'on voit apparaître simultanément plusieurs rapports sur des thématiques connexes, parce que la fondation en question, ou les fondations, peuvent ainsi susciter l'émergence de thématiques dans les droits de l'homme auprès de plusieurs sources de droit international, de plusieurs experts. Alors, vu de l'extérieur, on ne voit rien, parce que ces financements ne sont pas déclarés. On a vu, par exemple, des rapports clairement commandités par la Fondation Ford, financés par la Fondation Ford. Le résultat, c'est que le rapport, à la fin, est produit sur la thématique désignée par la Fondation Ford, mais sans aucune mention de la source du financement. Donc, vu de l'extérieur, on ne voit pas du tout. Un rapport ONU. C'est un rapport de l'ONU. Et on va dire, c'est un expert de l'ONU, un rapport de l'ONU. Et ça, effectivement, c'est un problème de transparence aussi. Est-ce que depuis ce rapport, est-ce que d'autres experts vous ont contacté, des experts que vous n'aviez... Alors nous avons eu beaucoup de retours, évidemment des retours très durs de la part de certains experts concernés par ces pratiques, en particulier d'une experte irlandaise qui était elle-même pendant 8 ans responsable à la fondation Open Society et qui a donc à verser des millions de dollars à des organisations et notamment aussi en vue d'influencer des rapporteurs spéciaux. Donc elle a très mal pris la chose. Donc un petit cercle d'experts liés à ces fondations. Un autre, par exemple, Philippe Alston, qui a reçu, pareil, des centaines de milliers de dollars pour son travail comme rapporteur. Pareil, il nous a aussi attaqué publiquement dans la presse, en attaquant plutôt le CLJ, on va dire, et moi-même, que le rapport. Donc des attaques plutôt personnelles, ad hominem, pas des attaques vraiment sur le contenu du rapport. Il n'y a pas d'erreur qui est pointée dans le rapport. Et puis nous avons reçu des réponses, des soutiens très explicites aussi, et de remerciements d'autres experts qui nous soutiennent, qui nous remercient, qui même nous disent que c'est encore pire que ce qu'on décrit dans le rapport. Ah oui.
Voilà, donc voilà, on peut dire que le sujet maintenant est ouvert. En tout cas, il est sur la table. Ah oui, justement, sur la table, je voudrais qu'on parle des 2 réunions qui ont eu lieu à Genève. Là, vous venez de mentionner ce qui a été dit dans la presse, dans des journaux de droit sur Internet. Mais à Genève, à l'ONU, il y a eu deux réunions intéressantes quand même. Une première, le 3 septembre, je crois, sur donc les procédures spéciales, sur justement ce dont font partie les experts, c'est le terme technique. Et il y a en ce moment la session du Conseil des droits de l'homme, pendant laquelle le sujet des financements a aussi été abordé. Alors, est-ce que vous pouvez revenir brièvement pour nos auditeurs sur cette réunion donc, qui a eu lieu à Genève avec la société civile et les experts le 3 septembre? Alors, dans la semaine du 3 septembre, s'est tenue ce qu'on appelle la réunion annuelle du comité de coordination des procédures spéciales. C'est-à-dire les experts des Nations Unies élisent en leur sein 6 personnes comme membres du comité de coordination qui a pour rôle, comme on l'indique, de coordonner l'activité des experts et aussi d'exercer une forme de supervision sur leur fonctionnement. Donc, réunion pendant la semaine. Première observation, renouvellement des membres de ce comité. Parmi les nouveaux membres, on trouve précisément pour moitié des experts impliqués. Donc, ce que l'on voit, c'est que peut-être un effet du rapport a été de provoquer une réaction de défense des personnes mises en cause qui, pour certaines d'entre elles, sont devenues membres du comité d'autorégulation des experts. Donc finalement, nous pensions nous adresser à ce comité de coordination pour poser la question du financement des experts, mais il s'avère que, en fait, des experts concernés, mis en cause, ont été élus. Et ils ont été élus après la publication du rapport. Après la publication du rapport, pendant la semaine début septembre. D'accord. Donc ils ont été élus après la publication du rapport. Alors donc finalement, on n'a plus personne à qui s'adresser au sein de ce comité, parce qu'ils sont majoritairement concernés, notamment c'est le cas par exemple de Melissa Upretti, qui est vivement mise en cause dans le rapport et qui est une militante de l'avortement aux États-Unis. Alors le 3 septembre, nous avons quand même pu en tant qu'ONG accréditée auprès des Nations Unies, intervenir devant ce comité, présenter le rapport. Évidemment, en face, ils avaient préparé leur défense. Donc, il y avait une rapporteure irlandaise, ancienne présidente du conseil d'administration d'une fondation de l'Open Society pour les droits des femmes, qui nous a vivement attaqués, mais sans dire, bien sûr, qu'elle-même était concernée par ces faits, une ONG sur les droits reproductifs, enfin voilà, un autre rapporteur également financé par l'Open Society. Donc ça a été, d'un côté, nous présentions le rapport, en face, la riposte était préparée d'avance, mais tout de même, nous avons été soutenus fortement par plusieurs intervenants, notamment l'ONG NGO Monitor, qui est une ONG plutôt pro-israélienne, qui fait un travail d'analyse de ces réseaux d'influence d'ONG, d'extrême gauche, et puis aussi par l'ONG catholique CIFAM, entre autres. Donc il y a eu un débat intéressant, on peut trouver d'ailleurs les images sur la chaîne YouTube de l'ECLJ, et vif, très vif, c'est vraiment été le sujet principal. Ensuite, il y a également cette semaine et la semaine dernière la session du Conseil des droits de l'homme à Genève, et là encore une fois, nous avons pu intervenir lors du débat sur les procédures spéciales, présenter le rapport, et il y a eu plusieurs gouvernements qui, d'une certaine manière, ont rebondi sur le rapport en rappelant la nécessité d'avoir des procédures spéciales transparentes et indépendantes. Donc le sujet est présent. Évidemment, une partie des experts et des gouvernements qui sont alignés idéologiquement avec ces grandes fondations anglo-saxonnes veulent étouffer le sujet parce que ces fondations sont un instrument d'influence, on va dire, discret, de soft power sur les procédures de l'ONU. Mais en face, d'autres gouvernements veulent au contraire réduire cette influence sur les procédures des Nations Unies. Et nous avons d'ailleurs à cet égard reçu, c'est vrai, comme vous le mentionnez, plusieurs messages d'ambassades auprès des Nations Unies à Genève qui nous remercient vivement de ce rapport qui leur donne des éléments pour essayer de nettoyer, d'une certaine manière, dégager ces procédures de l'influence de ces fondations privées. Alors, il y a un élément qui fait consensus, c'est peut-être ce qui va permettre d'avancer sur ce rapport, vous me direz ce que vous en pensez, mais les États justement qui se sont exprimés pendant la session du Conseil des droits de l'homme et les experts, en fait tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas assez de moyens pour les procédures spéciales. C'est-à-dire que les experts, les rapporteurs indépendants de l'ONU n'auraient pas assez d'argent
pour faire correctement leur travail. Et ça, on va dire, c'est reconnu par tous, même par ceux qui sont pas d'accord avec notre rapport et qui disent mais non, c'est pas parce qu'on reçoit de l'argent qu'on est corrompu. Là, il y a un point de désaccord. Mais quand même, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas assez d'argent. Est-ce que vous pensez que ça va être justement parce que vous dites qu'il y a un problème de corruption, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent que les grandes fondations investissent. Le mot corruption, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est plusieurs experts qui l'ont employé. Qui l'ont dit eux-mêmes, certains oui. d'ailleurs le signent, donc c'est mentionné dans le rapport. Oui. Alors cette question de financement, manque de financement. Beaucoup de rapporteurs disent qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ils reçoivent un financement de la part du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme et une mise à disposition de 1 ou 2 fonctionnaires du commissariat pour chaque procédure spéciale. Les rapporteurs ont pour obligation de aller à Genève et à New York tous les ans pour présenter leur rapport et de rédiger 2 rapports et de faire 2 visites de pays par an. Donc ça, c'est ce que les États leur ont demandé. Les États leur ont donné cette mission et leur ont donné des moyens pour assumer cette mission. C'est les missions du cœur, on va dire, de leur mandat. Maintenant, certains rapporteurs, bien sûr, veulent faire plus parce qu'ils ont de l'ambition pour leur mandat et pour eux-mêmes, ils veulent soutenir leur cause et donc pour faire plus, eh bien, ils cherchent d'autres moyens complémentaires. Et c'est là que interviennent les financements qu'on appelle extra-budgétaires, soit certains gouvernements qui vont donner plus d'argent pour faire plus, soit des fondations qui vont donner plus d'argent pour faire plus. Donc il y a une grande inégalité, c'est vrai, entre les rapporteurs, parce que certains ont un seul assistant, et d'autres se sont constitués des cabinets avec une dizaine d'assistants. Beaucoup de monde pour les aider. Merci beaucoup Grégoire Pupin pour tous ces éclairages. Nous reparlerons sûrement encore de ce rapport et on verra ce qui va se passer, les autres réactions qu'il y aura. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur RCF Alsace.